tous. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Donc, nous avons commencé notre série de webinaires le 14 novembre dernier avec Bastien Meras autour de la thématique de l'apprentissage et des neurosciences. Et nous avons poursuivi le 23 janvier dernier avec Caroline Caffi, qui est infirmière anesthésiste et qui nous a parlé de la thématique de l'apprentissage et des facteurs humains. Donc, vous pouvez retrouver gratuitement ces deux webinaires en vous connectant sur la chaîne YouTube de la Fondation Hop de la Croix Saint-Simon. Et donc, nous poursuivons aujourd'hui notre aventure qui, j'espère, est passionnante pour vous en explorant les liens entre apprentissage et simulation en santé. Et nous allons aujourd'hui explorer les différentes formes de simulation, qu'elles soient techniques, relationnelles ou virtuelles, comprendre les applications pratiques en formation, discuter des bonnes pratiques et des outils nécessaires pour structurer efficacement des programmes de simulation. Et enfin, Francisco fera un point sur l'actualité. Alors que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou découvrir une nouvelle méthode d'apprentissage ou simplement vous aspirer, eh bien, j'espère que vous êtes au bon endroit. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera mis en rediffusion gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fondation de la Croix Saint-Simon. Nous continuerons aussi un prochain webinaire qui aura lieu le 12 juin prochain de 12h15 à 13h et nous accueillerons Thomas Laplace qui nous parlera de l'apprentissage et de la place de l'intelligence artificielle. Donc, je tiens à remercier chacun et chacune de votre présence et faisons ensemble que ce temps soit une période enrichissante et inspirante pour chacun. Alors, pour plus de confort, je vous invite à couper votre micro pendant la présentation et puis à utiliser le chat pour toute question et en tous les cas, à la fin du webinaire, de poser toutes les questions que vous voudrez à Francisco, que nous accueillons aujourd'hui et qui tentera de relever un défi en nous parlant de la simulation et de l'apprentissage. Donc, bonjour Francisco, tu es chargé de projet simulation en santé au sein de la Fondation de la Croix Saint-Simon, sur le pôle recherche et formation, et tu es membre du bureau du conseil d'administration de la Sofrasim, qui est la société francophone de simulation. Donc, la simulation est un sujet que tu connais particulièrement bien. Merci Franck, merci à tous de votre présence. Et oui, donc nous allons parler de la simulation sur un sujet évidemment que je connais très très bien puisque je fais de la simulation déjà depuis 2012, donc ça remonte à déjà assez longtemps. J'ai évidemment aussi des formations universitaires en simulation, en particulier un diplôme universitaire en simulation en santé et un master en pédagogie des sciences de la santé. Alors, pour revenir à notre thématique du jour qui est la simulation en santé, le challenge, comme a expliqué Franck, ce sera de à la fois parler de la simulation en santé à des personnes qui connaissent, mais aussi des gens qui ne connaissent pas ce que c'est la simulation. Et aussi, pour les gens qui connaissent déjà, faire un petit point sur les nouveautés qu'il y a en cette année 2025, même s'il y a certaines nouveautés qui sont aussi datées de l'année de 2024. Plutôt, on va parler du rapport nouveau guide justement de la Société francophone de simulation en partenariat avec l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors, un petit lien avant de commencer sur ce titre qui est la simulation en santé, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas mis de diapositive là-dessus, mais je fais un petit lien avec le précédent webinaire qui était sur le facteur humain. Et il faut savoir que souvent, dès qu'on parle de simulation en santé, on se rapporte à un rapport qui a eu lieu en 1999, qui a été fait par l'Institut de médecine des États-Unis et qui s'intitule To Err is Human, donc l'erreur est humaine. Et ce rapport disait que entre 45 000 et 100 000 personnes décèdent chaque année des suites d'erreurs médicales évitables et que pour éviter ces décès dus à des erreurs médicales, eh bien, il fallait qu'on utilise différents types de méthodes, différents types d'outils et en particulier l'outil dont on va parler aujourd'hui qui est la simulation en santé. Voilà, donc la simulation en santé, qu'est-ce que c'est? Alors, on a une définition qui est celle du rapport HAS qui dit qu'elle correspond à l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient dit standardisé, ceci pour reproduire des situations ou des environnements de soins
pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et pour permettre de répéter des processus, des situations cliniques et des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Évidemment, on applique aussi, non pas seulement aux professionnels, mais aux soignants et en particulier aussi aux étudiants, ce type de méthode. Euh, Comme on voit, c'est assez vaste, hein, le domaine de la simulation en santé. Et vous avez sur cette diapo différents types de simulations avec différentes photos. Comme on voit on parle de simulation humaine, par exemple à gauche avec les participants simulés, puisque maintenant on appelle les patients simulés plutôt des participants simulés. Aussi les cas de corps évidemment qui sont donnés à la science, l'autopsie, ça fait partie de la simulation. Tout ce qu'on appelle la simulation synthétique avec des simulateurs procéduraux, simulateurs patients, ce qu'on appelle la simulation hybride, alors où éventuellement, là, on voit au milieu une femme qui est en train d'accoucher et en fait, c'est une vraie personne qui a sur elle un bassin d'accouchement et donc ça fait que permet de mélanger les deux, le bassin d'accouchement pour reproduire le geste d'accouchement et la personne évidemment qui a des réactions dans la situation donnée. Et puis à droite, nous avons tous les domaines qui sont très nouveaux aujourd'hui et qui sont en plein développement, tout ce qui concerne l'environnement 3D, la simulation sur écran, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Évidemment, souvent revient aussi la thématique de l'intelligence artificielle, donc éventuellement qui fera l'objet d'un débat, d'un échange dans le moment des questions. Alors, ce petit élément sur simulation ou simulation au pluriel, pour simplement voir que, en résumé et en lien avec ce qui a déjà été proposé au départ, dans la diapo précédente avec les différentes images, moi je tiens à rappeler que souvent on confond les différents types de simulation et que des fois même on parle simulation, on ne sait pas tout à fait de quoi on parle. Donc la première, pour vraiment le schématiser et le simplifier, il faut savoir que la première des simulations, c'est la simulation procédurale. J'apprends un geste, un massage cardiaque, j'apprends à faire une prise de sang, j'apprends à faire une toilette, c'est une procédure. Une autre type de simulation, c'est ce qu'on appelle les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, ben, le principe même, c'est il n'y a pas tellement de scénario dans un jeu de rôle. On fait ça dans une seule pièce. Tous les apprenants, les observateurs, les acteurs sont dans la même pièce. On fait quasi constamment recours à l'imaginaire. Les personnes qui jouent sont ou bien dans leur rôle ou bien dans un autre rôle. C'est assez ludique, c'est intéressant. Attention, il faut quand même qu'il y ait des règles, et en particulier des règles, je dirais, de la part des formateurs qui mènent ces jeux de rôle, parce que souvent, beaucoup de participants à ces jeux de rôle, bien, ils en tirent des impacts assez négatifs sur le long terme. Je le sais, puisque il y a beaucoup de participants aux séquences de simulation que j'encadre qui évoquent cette problématique même des années après. Un autre type de simulation, comme on l'a dit, tout ce qui est les simulations numériques, je ne reviens pas dessus. Et aujourd'hui, en fait, je vais approfondir ce qu'on appelle la simulation clinique ou immersive, c'est-à-dire que c'est un type de simulation dans laquelle on va s'immerger dans une situation donnée et qui aura comme caractéristique de travailler sur le réalisme et ou sur l'authenticité, sachant que ce sont deux notions différentes, le réalisme et l'authenticité, dans la situation que vont vivre les apprenants. Et pour cela, en particulier, on va utiliser 2 pièces de simulation. Donc, contrairement au jeu de rôle où on est dans une seule pièce, on va utiliser 2 pièces de simulation, une dans laquelle on simule. Il n'y a que les participants, les acteurs qui vont être dans la simulation. Ça peut être une personne avec un mannequin, une personne avec un patient simulé, et il peut être une personne, deux, trois, une équipe de 5 personnes, par exemple, dans le cas d'un arrêt cardiaque, par exemple. Et évidemment, on va filmer cette séquence et on va la rediffuser dans une autre pièce où les observateurs pourront suivre cette séquence de simulation en direct. Là, vous avez un exemple de chambre de simulation dans laquelle on a donc un simulateur. Donc, c'est un simulateur de personnes âgées qui respirent, qui parlent, on peut faire un certain nombre de gestes techniques dessus, qui est assez élaboré, accompagné à gauche d'un scope de simulation qui permet de afficher les paramètres vitaux à la fois dans la salle de simulation et aussi pour les observateurs. Et tout en haut, il y a une caméra dont on voit une caméra qui permet
permet la rediffusion dans cette situation. Et comme on voit, on a cherché, tout à l'heure, on a parlé dans la simulation clinique de l'importance du réalisme ou du côté authentique de la situation. Bon, là, on a cherché plutôt à donner un réalisme que ça ressemble un peu à un domicile ou peut-être à une EHPAD, ça peut une chambre d'EHPAD, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un domicile, puisque c'est une situation de clinique d'un scénario de hospitalisation à domicile avec une pompe de PCA, une pompe de morphine qu'on voit sur le pied à perfusion à droite. Alors, aussi, quand on parle de simulation, et je vous ai expliqué les différents types de simulation, souvent, on confond aussi la simulation comme méthode pédagogique avec les simulateurs. On fait une confusion entre les deux. Et puis surtout, c'est une confusion qui est aussi apportée par les gens qui vendent de manière peut-être bien intentionnée, en tout cas les mannequins de simulation, d'ailleurs que nous utilisons, évidemment, on est très content de les avoir. Il faut aussi voir que les simulateurs, souvent, ils sont vendus sous l'étiquette de haute fidélité, ce qui veut sous-entendre haute fidélité à la réalité, à la réalité clinique ou à la réalité de la situation, alors que généralement, c'est plutôt des simulateurs qui ont de la technicité et non pas de la fidélité. La fidélité, elle est liée au réalisme, tout ce qu'on va contextualiser. Et donc, ces simulateurs plutôt vont être de basse, moyenne ou haute technicité. Il y a des simulateurs qui vont coûter 2000 euros et puis d'autres qui vont aller jusqu'à 150 000 euros pour certains simulateurs très élaborés. Donc, simplement pour dire que quand on parle de simulateurs, eh bien, ce sont que des outils technologiques qui doivent être à, au bénéfice de ce qui nous intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie. Voilà, parce que la simulation, c'est d'abord non pas des outils technologiques, mais de la pédagogie. Et on va un petit peu en reparler. Alors, pour quelles raisons il faudrait faire de la simulation clinique ou immersive? Parce que ce type de simulation permet la professionnalisation à la fois des apprenants en formation initiale, mais aussi de continuer à professionnaliser les professionnels qui sont déjà en exercice. Ça permet de travailler dans une vraie approche par compétences. Ça permet aussi que la simulation travaille sur la motivation dans l'apprentissage des apprenants. Alors quand on parle d'apprenants, c'est évidemment aussi bien les professionnels que les étudiants. Et aussi parce que c'est plus ou moins une obligation de la part des tutelles ou des agences nationales, comme l'ARS, l'HAS, les ministères, etc. Et là, on peut voir une autre démonstration de séquence de simulation où vous voyez 5 personnes, 5 étudiants en l'occurrence, avec aussi à droite une étudiante qui est déjà infirmière, puisqu'elle est étudiante péricultrice, qui sont en train de mener une séquence de simulation. On les voit tous activement en train de prendre en charge un arrêt cardiaque chez une personne. Donc le mannequin, c'est le même mannequin que vous l'avez vu tout à l'heure, mais dans une autre situation donnée. On est dans un contexte d'hôpital. La personne qui est à gauche est au téléphone avec le médecin pour lui expliquer la situation. Il y en a un qui est à la ventilation, l'autre au massage cardiaque, l'autre et deux qui sont en train de perfuser. Malheureusement, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose et c'est là l'intérêt de la simulation, c'est de se rendre compte que comme on est dans les facteurs humains, eh bien, on oublie des choses dans le stress. Eh bien, là, on a oublié un petit truc qui est rouge tout au fond entre les deux personnages de droite. Eh bien, c'est tout simplement le défibrillateur. On a oublié que dans le cas de l'arrêt cardiaque, c'est important de mettre en place un défibrillateur et ça sera l'objet justement du débriefing, de l'analyse qui va suivre la simulation. Alors, on continue sur l'intérêt de la mobilisation clinique. À quoi ça sert? Ça sert aussi à mobiliser des connaissances intérieures, y compris quand des apprenants débutent en simulation, c'est-à-dire en formation, pardon. Par exemple, il est très pertinent de commencer à faire de la simulation avec vraiment des gens qui débutent tout à fait leur formation infirmière, aide-soignante ou autre. Ça marche très très bien. Ça permet aussi de construire des connaissances différentes à différents niveaux de registre et de développer la compétence professionnelle. Je reviendrai sur cette notion juste dans la diapo d'après. Ça sert à appliquer des connaissances nouvelles et ça sert aussi à évaluer la construction des connaissances dans différents domaines cognitifs, affectifs, etc.
Alors, je reviens sur un élément important qui est, j'ai parlé 2 fois dans les précédentes, slides sur la compétence. Il faut savoir que, les définitions de compétences, il y en a plusieurs. Nous, on s'appuie, en particulier dans le master que j'ai suivi à Strasbourg de pédagogie, en sciences de la santé, sur la définition de Jacques Tardif qui dit que la compétence, c'est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Ne retenez pas toute la définition. Pour la résumer, c'est plutôt un savoir agir complexe dans l'action. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas parler de compétences, de mobilisation des compétences, en tout cas dans l'enseignement dans le domaine de la santé, eh bien, si on ne mobilise pas des situations dans lesquelles les apprenants seront dans l'action. C'est déjà une problématique, par exemple, on peut se rendre que beaucoup de référentiels de formation, aussi bien médical que paramédical, en fait, sont souvent dans une approche par connaissance et non pas dans une approche par compétence, puisqu'il y a très peu d'action, il y a très peu de mobilisation, et en particulier très peu de mobilisation, mobilisation en simulation dans certains référentiels. Là, on a un deuxième exemple de prise en charge d'une situation de simulation, où là, pour le coup, on voit que la personne qui est entre les deux personnes à droite, elle a dans les mains de quoi poser le défibrillateur. Contrairement à la situation précédente, ils ont tiré bénéfice de l'erreur qu'avaient fait leurs collègues précédemment. Alors, pour finir sur ce que permet de faire la simulation clinique, c'est qu'elle permet aussi d'appliquer dans la pratique professionnelle soignante. Là, on s'intéresse en particulier aux professionnels qui vont utiliser la simulation grâce à l'analyse de leur pratique. En fait, la simulation clinique, c'est ni plus ni moins que de l'analyse de la pratique, mais qui est faite en toute sécurité dans un contexte dans lequel on va pouvoir se tromper. On a le droit à l'erreur en simulation et par contre, ça va être intéressant parce qu'on va analyser dans la deuxième partie, évidemment, de la séquence de simulation. Pour quelles raisons il y a eu des erreurs qui sont faites. Et puis aussi, c'est le principe d'analyser sa pratique par l'expérimentation. Quand je fais, je me souviens. Et évidemment, une application concrète dans l'exercice professionnel. Là, on a un exemple autre de séquence de simulation avec plusieurs apprenants dans lesquels ils sont en simulation et dans lequel l'étudiant, puisque c'est des étudiants infirmiers, de droite fait une erreur, typiquement dans le stress de la situation, et ses collègues ne le corrigent pas. Ils ne se sont pas rendus compte. On voit que cet étudiant à droite a pris un ballon auto-insufflateur qui sert plutôt dans les situations d'urgence vitale et qui n'est pas adapté à la situation puisque la personne qui visiblement avait crispé, elle a mal, etc., qui est dans le lit, qui est une comédienne, eh bien, elle n'a pas besoin d'un ballon insufflateur. Elle aura peut-être besoin d'autres outils. Donc, voilà. Donc, on voit typiquement une erreur que fait un apprenant, mais que le reste de l'équipe ne corrige pas, que justement, ça revient toujours à l'illustration par rapport à ce qu'a évoqué Caroline dans le dernier webinaire sur les facteurs Bloom. Alors, pour finir sur la simulation clinique, je rappelle les éléments c'est important qu'elle réponde à des objectifs pédagogiques précis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ces objectifs précis, ce n'est pas improvisé, pour qu'elle soit la plus pertinente possible, elle doit être la plus proche et fidèle possible de la réalité. En particulier, on va utiliser le contrat fictionnel avec les apprenants, mais aussi les formateurs vont essayer que ça ressemble le plus possible à la réalité. On l'a vu par des exemples de photos précédentes. On dit que la simulation n'est qu'un prétexte au débriefing, que tout se passe dans le débriefing et qu'on dit que pourquoi le débriefing c'est important, c'est que c'est le moment où les apprenants vont acquérir ou valider leurs connaissances et compétences grâce au feedback à la fois donné par leur pairs. On dit que généralement dans un débriefing, il faut que les apprenants parlent à 70% de temps de parole et les formateurs seulement à 30%. Et donc c'est important la parole par les pairs. Là, on voit un exemple aussi de débriefing dans lequel on a utilisé la vidéo, une capture vidéo d'une image où les étudiants, on voit les deux étudiantes qui sont en train de réagir sur leur posture, qui visiblement n'est pas adaptée dans la séquence simulée, même si on ne voit pas bien correctement, mais on les voit réagir de manière intéressante dans la partie du débriefing qu'on leur a montré. Alors, l'image vidéo n'est pas obligatoire dans les séquences de simulation. Parfois, on le fait, souvent, on ne le fait pas par manque de temps. Alors, est-ce que la simulation, cela marche? Est-ce qu'on a des preuves sur ça? Alors, je vous parle pour ça d'un modèle qu'on utilise tous en simulation, qui est le modèle d'évaluation de Kirkpatrick, avec 4 niveaux d'évaluation et que je vais vous détailler dans la slide suivante.
on dit que dans la partie basse de cette pyramide de care pratique, on va évaluer le niveau 1, qui sont les réactions. Est-ce que les étudiants sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents de cette séquence de simulation? Alors moi, je n'évalue quasiment plus cette partie-là, puisque 100% des apprenants qui sont en formation initiale ou en formation continue sont satisfaits de ce type de formation, en particulier de cette modalité, puisque c'est une modalité active d'apprentissage. Par contre, je vais plutôt m'intéresser au niveau 2, dans lequel on va plutôt travailler sur les compétences, un petit peu les connaissances, surtout soit mesurées, soit auto-évaluées, qu'ont appris les apprenants à l'issue de la séquence de simulation, quelles connaissances ont-ils acquises, et puis surtout, est-ce que les objectifs qu'on avait posés sont atteints. Voilà, il s'agit d'une évaluation qui est intéressante à avoir et qui nous permet déjà de prouver que ça vaut le coup de continuer à faire cette séquence pour les apprenants, puisqu'évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent et en particulier du temps de formateur. Là, on a un exemple en particulier de séquence de simulation dans lequel on a travaillé sur le réalisme avec le mannequin et la comédienne qui joue le rôle de permettre de la réalité dans la situation. Ça, c'est avant une situation d'arrêt cardiaque dans un contexte, ce qu'on appelle in situ, une formation dans une chambre d'EHPAD. Et puis, ça, c'est à l'issue de la séquence de simulation. On voit comment on a utilisé le chariot d'urgence, le défibrillateur, et on voit un petit peu le bazar, évidemment, que c'est à l'issue de la situation d'urgence. Et pour le coup, c'est très, très réaliste. C'est la photo vraiment juste après. Alors, je vais revenir sur l'évaluation de la pyramide d'évaluation de care pratique, et en particulier, on va s'intéresser toujours à cette, est-ce que ça marche, la simulation? Est-ce que c'est prouvé? Eh bien, on va s'intéresser au niveau 3, qui parle des comportements ou de transfert des comportements grâce à la simulation. Quels comportements les professionnels ou les apprenants ont pu modifier? Et en particulier, cette étude marseillaise qui a été faite en 2018 et publiée, qui parle donc des effets d'un programme multimodal incluant la simulation et qui donne des éléments comme quoi la simulation a servi à diminuer le stress au travail pour les infirmières de réanimation. Ça a permis de diminuer le turnover de ces infirmières et ça a augmenté leur motivation au travail dans cette étude. D'ailleurs, c'est une étude qui a été tellement bénéfique qu'elle a été arrêtée en cours de route tellement les résultats étaient pertinents, etc. Évidemment, c'est une étude qui vient en complément de différentes autres études. Et donc là, on est sur le niveau 3 de care pratique, donc sur voilà, est-ce que c'est efficace? Et puis, on va aller sur le niveau 4. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'il y a un impact de la simulation sur la prise en charge des patients? Donc ça, c'est quand même, par contre, évidemment, toutes ces études coûtent assez cher. C'est pas facile à faire. Alors là, je vous montre une étude simplement qui est de niveau 4 et qui a évalué que l'apprentissage par simulation a réduit les complications liées à l'insertion de cathéters veineux centraux dans une unité de soins intensifs médicaux en 2009. Et on voit bien que ça a bien prouvé que la simulation réduisait les infections, mais en fait, à partir du moment où il y a déjà une étude qui dit qu'il y a moins d'infections, bah, c'est peut-être pas la peine de faire des études randomisées en disant moitié des patients bénéficient de professionnels qui sont formés à la simulation, moitié de patients qui vont être formés sans simulation. Eh bien, d'un point de vue éthique, eh bien, on comprend bien que là, il n'y a plus raison de faire ce type d'études. Il faut que tout le monde fasse de la simulation à ce niveau-là. Alors, évaluer si ça fonctionne, c'est intéressant et c'est ce qu'on a pu prouver. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse en particulier les personnes qui ont travaillé depuis très très longtemps sur la simulation, et un expert qui est David Gaba, qui a beaucoup travaillé sur le concept de les situations de crise, qui est très reconnu dans le monde de la simulation. Lors de sa dernière conférence au Maroc de la Société francophone de simulation, il a bien souligné que ce qui était important, c'est pas de démontrer que ça fonctionnait, mais de chercher à savoir pourquoi ça fonctionne. Alors là, c'est complexe parce qu'il y a plein de paramètres, mais une explication, au-delà même que ce type, c'est un type aussi de séquence de formation qui est intéressante parce qu'elle est sous un aspect pratique, eh bien, on peut quand même aller sur les différentes études qui ont travaillé sur la motivation en formation des professionnels de la santé, en particulier donc dans cet article de Thierry Pellassia et Roland Viau, qui parle que justement ce type de séquence de simulation permet de travailler sur 3 niveaux qui sont impliqués dans la dynamique motivationnelle des apprenants, qu'ils soient
étudiants ou qui soient professionnels, parce que eh ben, quand on fait de la simulation, ils vont pouvoir percevoir que la valeur de la tâche qu'ils vont réaliser est d'autant plus élevée qu'ils peuvent la réaliser. Donc voilà, surtout qu'ils voient qu'il y a une utilité à faire cette tâche. Donc ce qu'on appelle la valeur de la tâche, c'est qu'ils voient qu'il y a un sens. Et on peut imaginer que dans la pratique soignante, faire de la simulation a un vrai sens. Les apprenants seront aussi extrêmement motivés si ils sont capables de réaliser cette activité, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité professionnelle. Ils vont y réussir et en général, les formateurs vont faire en sorte qu'ils y arrivent. Et puis la dernière chose, c'est qu'on va travailler sur est-ce que les apprenants ont leur mot à dire, peuvent donner leur point de vue dans cette activité pédagogique et c'est ce qu'on appelle la perception de contrôlabilité et en particulier, puisqu'on va beaucoup le travailler dans la séquence de débriefing. Alors, ça, c'est pour tous les éléments que je voulais évoquer sur la simulation. Il y en aurait bien d'autres, mais on n'en a pas le temps. Donc aujourd'hui, on va attaquer sur les nouveautés en simulation. Alors évidemment, la grande nouveauté, c'est le précédent guide des bonnes pratiques. Le premier qui a été fait, il est daté de 2012. Et il y a eu un nouveau guide de bonnes pratiques qui donc a été fait conjointement par la Haute Autorité de Santé et la SOFRASIM, la Société francophone de simulation en santé, dont je fais partie du administration et qui a été donc publié en mars 2024, dans laquelle en particulier on a mis des éléments qui étaient nouveaux, qu'on n'avait pas mis dans le rapport, dans le guide des bonnes pratiques 2012, en particulier sur ce qu'on appelle la simulation in situ, c'est-à-dire in situ, c'est dans le vrai contexte de travail. Quel est l'intérêt de le faire? On a aussi développé la simulation chirurgicale, et un élément qui maintenant se développe énormément, qui est la simulation numérique. Comment on fait du débriefing dans la simulation numérique? C'est très, très bien fait, ces différents chapitres. Et aussi, un élément très intéressant et quand même particulièrement important, qui est l'aspect éthique de la simulation. Est-ce que c'est éthique de faire de la simulation? Et voire même, quelle est l'éthique des formateurs en faisant de la simulation? Et puis aussi, comment ils conduisent des séquences de simulation, en particulier dans ces chapitres-là, on va parler aussi de la mort en simulation. Est-ce qu'on doit faire mourir le simulateur, par exemple, etc. Voilà, et en tout cas, toutes les déontologies qui doivent être associées à cet aspect de l'éthique en simulation. Autre élément d'actualité, c'est le nouveau référentiel 2025 de la certification d'établissement de santé pour la qualité des soins de la HAS. Donc, on le voit ici, version 2025, sur le critère 2.2-12, que les équipes doivent maîtriser la prise en charge des urgences vitales et en particulier donc c'est un critère impératif, que les professionnels de soins doivent réaliser des exercices de mise en situation pendant lesquels ils mettent en pratique les connaissances acquises lors de leur formation et appliquent les procédures. C'est-à-dire qu'il faut faire de la simulation, soit in situ dans leur contexte, de préférence si c'est possible, soit en tout cas s'entraîner sur des exercices qui soient autres que la formation simplement en soins d'urgence à FGSU, par exemple. Voilà, il faut qu'on aille sur des scénarios de simulation beaucoup plus élaborés. Et puis, un autre élément qui est un critère avancé, c'est que les établissements doivent former leurs les professionnels à la gestion des risques en utilisant des outils de la simulation en santé. Et puis, pour conclure, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, que nous organisons au sein de la SOFRASIM notre 13e congrès. Vraiment, ça va être super, à Toulouse, le 18, 19 et 20 juin 2025. Je vous invite vraiment à y venir. Et aussi un autre congrès qui est très intéressant, qui parle de simulation aussi, mais qui parle d'approche par compétences, de pluriprofessionnalité, de raisonnement clinique, qui est le congrès international francophone de pédagogie en sciences de la santé, qui aura lieu à Orléans du 26 au 26 au 28 mai 2025. Et enfin, pour finir, deux recommandations d'ouvrages. Le premier, qui est coordonné par le docteur Thierry Pellassia, qui est le responsable du master de pédagogie sciences de la santé de Strasbourg. C'est un outil vraiment la Bible des formateurs en général, pas que pour la simulation, mais il y a 2 chapitres sur la simulation qui sont particulièrement intéressants. Et donc, cet ouvrage qui s'appelle Comment mieux former et évaluer les étudiants en médecine de la santé, la notion de motivation dans l'apprentissage, elle va être reprise. Cet ouvrage sur la simulation en santé, paru aux éditions Fouché, dont je suis un des co-auteurs. Et enfin, je vais vous laisser vous remercier pour votre participation et votre écoute et vous laisser la parole maintenant. Merci Francisco. Donc effectivement, comme propose Francisco, c'est de poser des questions ou
des commentaires ou des retours d'expérience par rapport à vos pratiques de simulation, ou si vous n'avez pas encore eu de pratique de simulation, c'est l'occasion de pouvoir partager. Donc, on vous laisse la parole. Yamina, excuse-moi, j'ai vu une main se lever. Oui, bonjour à tous. Merci Francisco pour cette présentation express, extrêmement riche. Je me suis attardée sur la slide qui fait le lien entre le quatrième stade de l'échelle de Kirkpatrick et la motivation. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la démonstration que la simulation est importante pour les procédures, pour les gestes procéduraux. On ne fait plus la démonstration que c'est important pour l'acquisition du raisonnement clinique. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tu as ouvert ta présentation en disant que c'est un outil de professionnalisation et que tu as fait également le lien avec la motivation. Est-ce que dans la littérature, il y a eu des choses autour de ça, que la simulation contribuait justement à augmenter la motivation des apprenants? Oui, que je sache, il y a des études. Alors là, je ne les ai pas en tête, je ne les ai pas apportées aujourd'hui, mais oui, oui, il y en a quand même. Je vous invite en particulier tous à aussi consulter. Très souvent, il y a des publications sur ce sujet, justement, ce lien apprentissage, motivation, simulation. Il y a quand même des articles très régulièrement qui sont faits dans Pédagogie médicale, qui est un ouvrage qui n'est pas réservé aux médicaux, mais qui est réservé aussi aux paramédicaux. On va dire même que les paramédicaux sont presque majoritaires dans les publications de pédagogie médicale. Beaucoup d'articles sont en libre accès, même si c'est bien de s'abonner à cette revue pour soutenir en fait cette activité de publication. Voilà, donc il y a quand même des articles qui abondent dans ce sens, mais je n'irai pas sur le détail, mais ça va vraiment dans cette orientation-là, tout à fait, Yamina. Voilà. Merci Yamina. Thomas, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Attendez, j'active ma caméra. Hop. Moi, j'avais une question concernant l'utilisation de l'IA dans la simulation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui existent pour faire. Donc, on peut utiliser l'IA dans la correction de copie. Et quelle est aujourd'hui la part, par exemple, de l'IA dans l'analyse ou dans le débriefing sur des séquences enregistrées, notamment? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça a été testé? Et quel est l'état de l'art sur où on en est aujourd'hui sur ce versant-là? Alors, question très pertinente et oui, oui, c'est vraiment de l'actualité. Alors, sur la question que tu as posée sur le lien entre IA et débriefing, moi, je n'ai pas vu passer pour le moment d'éléments comme quoi il y avait un bénéfice dans le débriefing. Après, la question se pose plutôt sur des études qui sont déjà parues avant sur le débriefing par les pairs en autonomie, sans formateur. Ça a déjà été démontré, ça a été étudié, qu'il y avait un vrai intérêt voire même des fois que c'était plus intéressant que ce soit les étudiants entre eux qui se débriefent et qui n'avaient pas forcément une plus-value à que les formateurs soient là. Par contre, évidemment, ça implique quand même une condition, c'est que les apprenants, les étudiants doivent être formés à la technique du debriefing. Donc ça, c'est un élément important, ça veut dire qu'il y a des préalables à mettre en place. Peut-être que dans ces circonstances-là, peut-être qu'il y aurait un intérêt d'associer ce type de séquence avec l'IA. Pour le moment, je n'ai pas vu d'études passer. Par contre, je rebondis sur ces liens entre l'IA et simulation. Par exemple, lors du congrès de la Maroc-Sim auquel j'étais présent, eh bien, il y avait une présentation très intéressante par un des enseignants marocains qui avait utilisé une version de l'IA. Alors, bien évidemment, il a utilisé plutôt une version payante de l'IA générative, dans laquelle il lui a demandé de jouer le rôle du patient simulé, mais dans un cadre précis qui était, par exemple, comment s'appelle d'une annonce d'une mauvaise nouvelle, par exemple. Voilà. Et donc, l'IA faisait le rôle de ce patient simulé à qui on annonçait une mauvaise nouvelle. Ensuite, le formateur, enfin l'enseignant, a demandé à l'IA s'il pouvait lui donner un feedback
qui en plus allait être retranscrit à l'écrit, sur comment l'IA avait perçu sa posture en tant que personne soignant qui s'adresse à un patient. Voilà, donc pour le coup, c'était assez intéressant. Alors, comme ce n'est pas une IA, comment s'appelle la version, c'est une version payante, pour le coup, ben voilà, ça implique qu'il faut avoir des versions payantes. Voilà, donc c'était intéressant. Et après, voilà, je dirais que je ne suis pas sûr que ça s'applique à tous les domaines, tous les types de scénarios. Ça reste quand même intéressant, en particulier dans ce cas concret, mais ça reste, oui, tu as aussi raison de souligner, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des études? Bah oui, là pour le coup, pour l'utilisation de l'IA et les bénéfices, il va falloir travailler à faire des études. Ça, c'est indispensable. Merci Thomas. Merci Thomas. Dans le chat, Bastien Meras nous a mis un lien vers Santexpo avec une thématique sur la simulation et l'IA au service de la formation en santé. Donc, vous pouvez télécharger le lien vers cette présentation. Bastien, je vois que tu as levé la main. Alors, on ne t'entend pas. C'était pour signaler l'expo. Ah d'accord, ok. Ok, oui. D'accord, merci. Quelqu'un aurait une question, un commentaire? S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voudrais rajouter un petit commentaire que je n'ai pas eu le temps de… Évidemment, Franck, tu m'interromps si tu vois une question. Un petit commentaire en lien avec les journées pédagogiques qui ont eu lieu au mois de mars à Amiens, au centre de simulation d'Amiens, qui est vraiment, vraiment magnifique, que je vous invite vraiment à découvrir, dans lequel, en particulier, il y a eu plusieurs ateliers, plusieurs présentations, deux aspects intéressants. Un atelier sur lequel moi j'ai été assisté qui parlait de la mentalisation dans l'apprentissage d'un geste, de l'intérêt de la mentalisation. C'était particulièrement intéressant. C'est une méthode en tout cas d'apprentissage et en tout cas de maîtrise d'un geste technique qui est intéressante et qui vient du modèle de l'aviation en particulier, puisque c'était un pilote aussi qui co-animait cette séquence-là, cet atelier. Et en tout cas, que ça marche bien. Ils nous ont bien démontré, on l'a même testé sur nous-mêmes. Vraiment, il y a un intérêt de cette histoire de mentalisation d'un geste pour différents aspects. Ça, c'est le premier élément que je voulais rapporter. Un deuxième autre élément qui a été rapporté par ma collègue Isabelle Ledoux, qui est professeure, comment s'appelle, au Québec, sur la filière infirmière, et pour lesquels elle a donné des éléments sur lesquels nous, on est en train de travailler en France, sur l'intérêt de remplacer un certain nombre d'heures de stage par de la simulation, par différentes formes de simulation, et qui est, je pense, un sujet d'actualité, puisqu'il va y avoir dans les mois qui viennent des nouveaux référentiels de formation infirmier, et dans lequel la place de la simulation va être beaucoup développée. Et donc voilà, en tout cas, il faut savoir qu'au Québec, ça fait 10 ans qu'ils se posent cette question, et que 10 ans qu'ils font des recherches, des études pour voir est-ce qu'il y a une différence à faire. En particulier, dans sa conférence, elle a montré qu'il n'y avait pas d'éléments préjudiciables à remplacer le stage par de la simulation, qu'on fasse 25 ou 50% de temps de simulation supplémentaire par rapport à d'autres. Eh bien, il n'y avait pas de difficulté. Au contraire, c'était très pertinent qu'il puisse y avoir encore de la simulation à la place du stage. Et il y aura à nouveau des nouvelles recommandations québécoises cet été qui vont paraître dans ce sens. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Il reste 2 petites minutes, donc une dernière question ou commentaire. Peut-être sur cette question du stage et du développement de la simulation dans les Delphine, filières infirmières. Oui. Delphine. Oui.
faut retirer ton micro. Oui, non, c'était juste pour abonder dans ce sens-là de la complémentarité avec le stage. On a pas mal fait de simulations là, dans le contexte des soins d'urgence pour les étudiants en deuxième année. Et en fait, on s'est aperçu qu'en semestre 4, bon, ils ont quand même eu pas mal de stages avant, mais dans le contexte de l'urgence, ils étaient entravés, notamment pour mettre une voie veineuse périphérique. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de plus en plus de cathéters obturés, donc des KTO. Alors, je ne sais pas si c'est trop technique mais bon, voilà, c'est des cathéters où il n'y a pas de garde-veine. Hein. Et dans le contexte de l'urgence, bien évidemment, il nous faut une voie d'abord et avec un robinet pour pouvoir passer des thérapeutiques. Et en fait, là, au bout de 3 séances de simulation, on s'aperçoit que ce geste, non seulement ils ne l'ont pas vu en stage, mais du coup, il faut qu'on leur apprenne parce qu'il y a un intérêt à ne pas mettre un KTO, mais plutôt un KT avec une poche de stéréophile et un robinet dans l'urgence. Et donc, la simulation nous a servi aussi à nous rendre compte de ça et à travailler sur ça. Donc c'était vraiment bien et ça effectivement ça permet aussi de voir ce qu'il faut en stage et là aussi où peut-être il faut réajuster certaines choses. Voilà, c'est tout. Pour partager ça. Merci beaucoup et vraiment, j'abonde dans ton sens. C'est vraiment, d'ailleurs, ce qui a motivé les Québécois depuis 10 ans à aller sur plus de simulations, puisque les étudiants ne peuvent pas voir toutes les situations en stage, quel que soit le stage. Et puis, évidemment, il y a une pénurie de places de stage actuellement qui va aller de manière croissante de toute façon, c'est inévitable. Et donc, oui, oui, c'est vraiment super, en tout cas, ce que vous avez mis en place. Puis ça montre aussi qu'il faut continuer à évaluer sa pratique, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, là où ils sont en difficulté, et modifier notre pratique en tant qu'enseignant. Mais je suis ravi, en tout cas, de ta remarque parce que c'est vraiment super, super important. Merci. On termine avec juste 2 questions et on s'arrêtera là. Il y a Vanessa et puis Christophe, je crois. Bonjour à tous. Je voulais intervenir, si tu permets, Francisco, par rapport aussi à ce qu'on veut mettre en place au sein de la fondation sur la simulation interprofessionnelle et qu'on est en train, avec le groupe simulation, de mettre en place entre les infirmiers deuxième année de d'IPSI Paris et les AS de Montreuil, justement, de voir une possibilité de faire des simulations interprofessionnelles entre ces deux filières. Quoi. Voilà. C'est un projet qu'on est en train de monter. Tout à fait. Merci beaucoup, Vanessa, de le rappeler. Et vraiment, il y a un très, très grand intérêt de faire de la simulation interprofessionnelle, pluriprofessionnelle, évidemment. Christophe, c'est ça? Christophe qui avait levé la main. Si, moi j'ai pas levé la main, mais j'avais juste fait un constat pour rejoindre qu'on avait le même constat que Delphine à l'IFPS sur les voies veineuses. Voilà, c'était tout. Ok, merci. Bien, on va s'arrêter là parce que on est vraiment dans le timing. Donc merci à tous. Christophe. Merci Francisco et on vous retrouve pour le prochain webinaire qui aura lieu le 12 juin, donc 12h15, 13h avec Thomas Laplace et qui nous parlera de la place de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage. Merci à tous et bonne journée. Au revoir, merci. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.